est-ce que la ville où je réside, est-ce que les chemins autour de ma maison pour aller faire mes courses sont accessibles ou non? En voulant faire de l'inclusion, quelque part on faisait un petit peu de l'exclusion. Oui, alors l'accessibilité, c'est un droit fondamental. Elle est inscrite dans l'article 1er de la Convention relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU. Donc ça a été ratifié par plus de 180 États. Je lis mes notes parce que je ne connais pas la définition par cœur. Donc par personnes handicapées, on entend les personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables, dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Donc clairement, ce que ça veut dire, et sémantiquement c'est important, notamment pour faire changer, on va dire, l'imaginaire collectif autour du handicap, ça veut dire qu'on va parler surtout de situation de handicap. C'est l'environnement qui empêche les personnes, et c'est pas la déficience en elle-même. Donc c'est très important. Autrement dit, et là pour le sujet qui nous préoccupe, on va parler aussi un petit peu d'accessibilité numérique. Que ce soit un espace physique ou un espace numérique, c'est bien la question de la conception des espaces qui est en jeu et qui sont toujours actuellement peu accessibles aux personnes en situation de handicap. Et justement, sur cette question, quand on parle de lieux accessibles, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est est-ce que la ville où je réside, est-ce que les chemins autour de ma maison pour aller faire mes courses sont accessibles ou non? Et c'est très souvent une responsabilité qui relève des organes publics, notamment des villes et des mairies. Donc Sébastien, petite question, comment la ville s'organise autour de ce cadre réglementaire? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que fait la métropole? Oui, alors vaste question. La métropole est organisée... Oui, la métropole est organisée, comme toutes les collectivités, en différents services. Bien entendu, on peut parler de voirie, on peut parler du bâtimentaire, on peut parler aussi de l'animation. Et moi, c'est peut-être plus sur ce sujet-là que je m'attarderai, mais vous dire que dans notre collectivité, en tout cas dans nos collectivités, Ville de Toulouse et Toulouse Métropole, on a un service qui essaie au mieux, en tout cas, de coordonner toutes ces questions d'accessibilité et d'inclusion. Et c'est le service que je représente aujourd'hui. Peut-être parce que je sais que ce sera une question qui sera posée tout à l'heure, notamment sur le label Destination pour tous et tout ce qui en découle derrière, notamment sur les questions d'accès dans les ERP, les cheminements et toutes ces choses-là. Donc je vais peut-être pas m'attarder là-dessus maintenant, mais peut-être vous dire que la ville de Toulouse et Toulouse Métropole travaille beaucoup avec l'ensemble des communes de la métropole sur comment donner accès aux différents événements qui sont proposés dans nos collectivités. Vous connaissiez peut-être jusqu'alors un événement qui s'appelait Ville et Handicap, qui existe depuis une dizaine d'années, qui tentait en tout cas de sensibiliser aux différentes questions et des différents handicaps l'ensemble des habitants de la métropole. Un petit bilan a été fait sur ces actions-là au terme d'une dizaine d'années très très riches, et nous sommes rendus compte que en voulant faire de l'inclusion, quelque part on faisait un petit peu de l'exclusion. Pourquoi? Parce que quand on parlait handicap, on s'adressait finalement qu'à des gens en situation de handicap. Et comme le disait l'intervenante juste avant moi, souvent effectivement ce ne sont juste que des questions d'environnement et d'outils qui peuvent permettre à tout le monde d'avoir accès à. Donc fort d'un travail avec les différents opérateurs, que ce soit les associations qui s'occupent de personnes en situation de handicap, les communes de la métropole et les différents services de la ville de Toulouse et de Toulouse Métropole, on a changé un petit peu notre braquet et on est parti du principe qu'il fallait peut-être effacer petit à petit le handicap pour faire de l'inclusion. Alors pour ça, c'est
Enfin, il y a eu, vous l'imaginez bien, énormément de discussions par rapport à ça. Ça a été déjà renommé. Aujourd'hui, on parle plus de ville et handicap, on parle de ville pour tous. Et ça a été aussi et surtout d'arrêter de faire toujours et encore des événements pour sensibiliser les gens, sachant qu'on n'arrivait pas à amener le grand public là-dessus, mais tout simplement partir du principe qu'aujourd'hui, il y avait peut-être 30 ou 40% de personnes qui sont empêchées. Alors, pour des handicaps visibles, invisibles ou tout simplement j'ai envie de dire des femmes enceintes, des gens plus ou moins âgés, ça aussi c'est certaines formes de handicap, et quels outils on peut mettre en place en termes d'accessibilité pour permettre l'inclusion demain. Alors, je vais essayer de pas trop m'attarder, mais peut-être vous donner un ou deux petits exemples. Aujourd'hui, quand on va écouter un concert et qu'on est sourd de fait, on n'a pas la possibilité de l'écouter, mais en tout cas, grâce à des outils assez innovants, on a la possibilité de ressentir la musique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la ville et Toulouse Métropole mettent à disposition des gilets vibrants qui permettent au public sourd de pouvoir ressentir la musique et du coup de ne pas être exclu de ce monde culturel. Pour des personnes non-voyantes et malvoyantes, nous mettons en place de l'audio-description. Alors on est sur de l'audio-description collective dans des grosses enceintes sportives ou des grosses enceintes culturelles comme le Théâtre du Capitole, mais on va au-delà en mettant en place de l'audio-description individuelle via les souffleurs d'images qui permettent du coup à des gens empêchés de pouvoir se faire raconter ce qu'il passe, et ça dans la salle de la commune de la métropole. Alors je ne vais pas là bien sûr m'étendre sur l'ensemble des outils, mais sachez voilà que tous ces outils-là ont permis en très peu de temps, en 2 ou 3 mois, de référencer environ 130 événements à venir sur le prochain semestre qui n'étaient jusqu'alors pas accessibles et qui deviennent accessibles à tout le monde. Alors ça va du domaine culturel en passant par l'emploi et le sport, et l'idée c'est que petit à petit même Ville pour tous disparaissent et que systématiquement chaque porteur de projet, chaque commune, chaque collectivité puisse penser handicap à la genèse de chaque projet, justement pour que les projets ne soient pas eux-mêmes au final handicapés et puissent permettre à tout le monde d'y avoir accès. C'est un petit peu la philosophie aujourd'hui de Ville pour tous. Et justement, comme le disait Jade, très souvent, lorsqu'on fait référence à des notions d'accessibilité, on pense tout de suite aux handicaps visibles et naturellement aux handicaps moteurs, qui est dans l'imaginaire collectif le plus connu. L'une des questions que je me suis posée en préparant cette table ronde, c'est par rapport au label Destination pour tous obtenu en avril de cette année par la ville de Toulouse. Ce label, exactement en quoi il consiste? Est-ce qu'on peut considérer que c'est une belle avancée pour la ville, enfin une démonstration de ses efforts, ou est-ce que c'est axé autour d'un handicap plus précisément visé que les autres? Oui, c'est un petit peu les deux. C'est effectivement la reconnaissance du travail qui a été fait pendant toutes ces années, et c'est aussi quelque part la reconnaissance d'un plan d'action qui est mis en place par la ville de Toulouse. Juste pour rappel, ce label Destination pour tous, en fait, il permet de labelliser l'accessibilité à l'échelle d'un territoire et non pas d'une structure comme le fait déjà la marque Tourisme et Handicap. L'idée, c'est quoi? C'est que dans un territoire un petit peu en archipel, qui va en gros jusqu'au mythe, tout ce qui est ERP, tout ce qui est donc établissement recevant du public, tout ce qui est voirie, enfin tout ce qui est cheminement, tout ce qui est transport doit être complètement accessible et doit permettre du coup d'aller d'un point A à un point B sans être entièrement empêché. Donc c'est un petit peu la reconnaissance de ça. Juste pour une graduation, sachez que ce marque Destination pour tous, qui est donné par différents ministères, dont
le ministère du Tourisme et de la Culture qui participe à cela, est gradué en fait en 4 niveaux. Soit vous avez le label Destination pour tous, soit vous l'avez médaille de bronze, soit médaille d'argent, soit médaille d'or, et Toulouse l'a obtenu médaille d'or. Alors c'est vrai que quand on discute aujourd'hui avec les riverains, et puis notamment les personnes en situation de handicap, et c'est bien normal, ils nous rappellent tous les jours que tout est loin d'être parfait, mais en tout cas il y a une vraie ambition, il y a un vrai travail qui est mis en place sur la métropole. Je citerai par exemple l'ADAP, l'agenda d'accessibilité programmé, c'est 800 bâtiments sur la ville et de Toulouse Métropole qui sont mis en accessibilité à l'aune de fin 2025 pour un budget de 51 millions d'euros. Aujourd'hui, l'ensemble des directions et l'ensemble des communes ont, mais ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure pour la partie événementielle et pour Ville pour tous, des budgets handicap qui permettent de tenir compte de ces questions sur chacun de leurs projets. Destination pour tous, oui, c'est, je vous le disais, mais je le répète encore une fois, c'est un plan d'action, c'est un plan de 46 actions sur lequel la ville de Toulouse s'est engagée. Alors j'ai cité l'ADAP, mais je pourrais citer aussi l'accessibilité des transports avec Tisséo, vous le savez, qui a fait énormément d'efforts, et notamment dernièrement avec le Téléo et puis la ligne 3 du métro qui va arriver, qui sera complètement accessible. Je ne vais pas citer les 46 là, mais peut-être quelque chose qui va être mis en place dans les mois qui arrivent, c'est notamment un Allo Handicap. Vous le savez, souvent le handicap, en tout cas tel qu'on l'entend en termes de droit, ce n'est pas une compétence d'une commune ou d'une métropole, mais plus du département via la MDPH. Mais nous, à Toulouse, nous mettons en place un Allo Handicap qui va permettre aux Toulousains de pouvoir tout simplement passer un coup de fil et dire voilà, j'ai un enfant en situation de handicap, comment l'accompagner à l'école, comment lui permettre d'accéder à un sport, comment lui permettre d'accéder à une activité, quel spectacle est accessible pour lui, et puis s'il y a des questions au niveau du droit, bien entendu, on fera le lien avec les autres collectivités, que ce soit le département et la région, avec qui on a beaucoup de plaisir à travailler. Mais Destination pour tous, c'est aussi un petit peu tout ça, c'est pour les touristes, mais c'est aussi pour les Toulousains. Et c'est quand même bien parce que Toulouse est une ville où il est agréable de pouvoir se balader. J'ai donc une petite question en lien directement avec ça. Là, on a échangé en particulier sur les effets concrets de cette labellisation, sur ces plans d'action menés par la ville. Et on a donc une vision de l'impact que ça a pour les particuliers, mais comment ça se passe au sein des organismes qui doivent mettre en œuvre ces actions? Et là, j'adresse la question à Jade, qui accompagne des organismes dans la construction de ces plans d'action. Jade, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta mission? Quel est un peu ton quotidien? Oui, alors juste si je peux me permettre, je voudrais rappeler le cadre réglementaire. Notamment, alors là je vais recentrer un tout petit peu le sujet sur l'accessibilité numérique. Donc il y a l'article 47 de la loi de 2005, donc il y a aussi une partie sur l'accessibilité physique, mais en tout cas sur la partie numérique. Cette loi s'adresse donc à tous, les personnes morales de droit public, les personnes morales de droit privé avec délégation de services publics, les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 250 millions d'euros et les personnes morales de droit privé mais qui œuvrent pour l'intérêt général. Donc ça, c'est le périmètre, on va dire, de cette loi. Qu'est-ce qui est donc obligatoire? C'est de rendre les services de communication en ligne accessibles, ça veut dire conformes au RG2A. Le RG2A, c'est le référentiel général pour l'amélioration de l'accessibilité. J'insiste un tout petit peu sur le terme amélioration. Il a changé de terme. Avant, c'était pour les administrations. Et c'est très important, ce petit changement sémantique, car derrière, il implique une démarche. Donc, j'entends par là qu'en fait, il n'y a pas d'outil miracle pour rendre des services en ligne accessibles. C'est une démarche, comme toute une démarche, on va dire, structurante.
Et d'ailleurs, associé, il y a eu un décret en 2019 qui est revenu renforcer, on va dire, la loi et qui donc oblige aussi maintenant les sites publics à publier un schéma pluriannuel qui est déclinable en plan d'action annuel. Alors ça ne peut pas aller au-delà de 3 ans. Voilà, donc c'était important juste de faire un tout petit rappel sur ce cadre réglementaire. Donc ça implique quand même pas mal d'organismes et de structures, notamment des structures privées. Alors, je réponds à ta question maintenant. Donc, mes missions chez Rose Primaire, on va accompagner, donc on fait pas mal d'accompagnement à maîtrise d'ouvrage. Alors, ça va, je dirais, de la rédaction de cahiers des charges, alors principalement de CCTP, pardon pour les termes, donc les cahiers des charges, des clauses techniques et particulières, parce qu'on adresse beaucoup donc des organismes publics. Et donc là, on va, en fait, si vous voulez, dès le périmètre fonctionnel du projet, on va intégrer l'accessibilité au sein de réfléchir ce périmètre de manière accessible. Ça, c'est une première mission. On va également concevoir, en fait, on fait donc beaucoup de prototypage donc dès les origines du service numérique. On va le concevoir de manière accessible également. Et la troisième mission, nous sommes aussi consultantes référencées au label numérique responsable, le label NR. Et donc, c'est vrai qu'on nous sollicite de plus en plus pour construire en fait des feuilles de route. Donc l'accessibilité est intégrée, mais il y a aussi des problématiques, on va dire, de sobriété. Voilà, donc pour mettre en place des stratégies, on va dire, ce qu'on appelle maintenant la RNE, utilisé, pardon, encore déjà un terme un peu jargonneux, mais responsabilité numérique des entreprises. Voilà. Et sur cet accompagnement concernant l'accessibilité des sites Internet notamment, on voit sur pas mal de sites dans le public que c'est un très long, très douloureux aussi parfois cheminement pour certains sites publics. Quand tu expliquais que tu accompagnais sur les cahiers des charges techniques, comment tu t'y prends pour pouvoir éveiller auprès des organismes publics les consciences sur cette question? Est-ce que c'est uniquement du cadre réglementaire? Est-ce qu'il y a une approche plus humaine? Merci de me rappeler cette partie essentielle. Oui, donc nous avons une activité de formation et de sensibilisation. Donc c'est vrai qu'on va beaucoup en amont s'occuper de la gouvernance et de la mise en place de cette gouvernance sur ces sujets dans les organismes. Donc on va en fait sensibiliser les parties prenantes, un terme aussi bien à la mode. Donc on va avoir plusieurs niveaux en fait de formation, que ce soit l'équipe, on va dire plus de pilotage, l'équipe dirigeante et surtout en fait dans la partie qui nous concerne là, dont je parle maintenant sur la partie numérique, les producteurs de contenu et les productrices de contenu qui est un gros sujet, puisque déjà dans le cadre d'une reprise de contenu, il va falloir réfléchir à ce qui va devoir être mis en conformité, et pour l'avenir, en fait, il va falloir faire en sorte que les contenus qui vont donc être intégrés dans un service ou dans un site soient donc accessibles. Donc ça passe nécessairement par des formations. Justement, en parlant de formation et d'évolution dans le monde de l'accessibilité web, nous avons la chance d'avoir un représentant de la région qui est directement concerné. Et oui, je te regarde, Pierre. Un représentant enthousiaste. Alors, je vais me permettre de te reprendre. Tu as dit à l'instant que c'était un long chemin de croix, l'accessibilité pour le numérique. Mais non, pas du tout. En fait, ça fait un moment que je suis à la région. Je fais partie des dinosaures du web. Et quand on a vu débarquer l'accessibilité, on était comme tout le monde, et j'imagine que c'était pareil dans le BTP, aïe, 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 on peut plus faire ce qu'on veut, on peut plus mettre des gifs animés à la une du site. Et puis on a eu la chance de croiser la route d'une structure qui nous a accompagnés depuis plus de 10 ans maintenant, et qui nous a expliqué exactement dans la droite ligne de ce que dit Jade, que non, l'accessibilité, c'est pas arrêter de faire des gifs animés, c'est de faire des sites qui servent, tout court. Et là, ça a changé complètement notre métier. Voilà, c'était pour nous notre première révolution copernicienne. On a arrêté de faire des sites qui clignotent pour faire des sites qui servent. Et très sincèrement, ça rend vraiment le travail agréable. La deuxième vague, c'est l'UX, User Experience, qui n'en fait qu'un prolongement de l'accessibilité, ou la grande famille de l'accessibilité. Et du coup, pour nous, quand on a vu le RGA arriver, s'étoffer, et être de plus en plus sur du principe et de moins en moins directif, ça nous a tout à fait conforté dans nos travaux. Et on a pu faire des sites propres, des sites accueillants et des sites fonctionnels.
D'ailleurs, je pense qu'en fait, je rejoins tout à fait ce que tu disais tout à l'heure sur l'accessibilité d'une manière générale. Il faut arrêter de raisonner en « je veux rendre accessible pour tel public ». Nous sommes tous, à un moment donné de notre vie de citoyen, confrontés à des interfaces numériques qui nous déroutent, qui nous placent dans des situations embarrassantes, entravantes, de compréhension, de praticité. Peut-être parfois c'est notre support, notre terminal qui fonctionne mal. C'est aujourd'hui devenu impensable pour un site, car tous les services publics passent à un moment donné ou à un autre par les sites web. Donc au même titre que dans le bâtiment, il faut que les sites se mettent au diapason. La chance que nous avons, c'est que c'est une dynamique très récente, que ce sont des technologies très mouvantes, très matures par moment. Et donc, pour nous, l'accessibilité, c'est un préalable à tout. Alors, ce qui est marrant, c'est que là, si vous allez sur larégion.fr, le site du Conseil régional, il est marqué « accessibilité non conforme ». De fait, nous sommes en train de rédiger le schéma pluriannuel, de faire l'audit, c'est assez vaste, et c'est effectivement complexe. Mais cette complexité, elle rend les choses intéressantes et elle rend les choses utiles. Et très sincèrement, pour le coup, l'accessibilité, moi je suis un enthousiaste de l'accessibilité en interne. Voilà. Alors, c'est vrai qu'en termes d'accessibilité, on a des exemples de sites qui le sont plus que d'autres. Et là, je vais me permettre une petite blague, gratuite, mais tellement importante. On s'est tous, je pense, retrouvés dans une situation difficile au moment de remplir sa déclaration d'impôt. Je pense en la matière que des questions d'UX pourraient être revues par les services des impôts. Mais c'est vrai que ta vision sur l'accessibilité en tant que personne qui doit rendre ces sites accessibles est particulièrement importante, puisque ça nous rappelle qu'une contrainte légale est en réalité une très bonne chose pour pouvoir à la fois rendre accessibles des services à un grand public, mais aussi faciliter votre travail, au final, le travail des équipes en interne. Et je suppose que la région ne travaille pas toute seule autour de ces questions-là. Vous devez forcément, comme tout organisme, faire appel à des prestataires externes, des partenaires, notamment en vous faisant accompagner pour la rédaction de vos cahiers des charges. Aujourd'hui, ça implique quoi pour vous, sur la réalisation de ces sites, de vous faire accompagner par des prestataires ? Alors, figure-toi que les choses sont assez récentes, paradoxalement. Nous, donc, côté web, dans notre petit village gaulois, on était accompagné depuis 10 ans par la société Mésis, pour que je cite, et qui nous aidait en fait pour faire toutes les phases de conception. Et jusqu'ici, il n'y avait pas d'audit, donc moi, c'était pas aussi formalisé, du coup, on le faisait pas. Là, ils vont nous produire un audit. Et aujourd'hui, au sein de la région, dans le cadre de la rédaction du schéma pluriannuel, on est en train de mettre en place, mais cette fois-ci avec la direction informatique, avec la mission handicap, une prestation globale qui va nous aider à la fois à fournir ces audits qui sont indispensables, mais qui surtout nous aideront à cadrer, parce qu'il y a énormément d'acteurs. Il n'y a pas qu'un seul éditeur numérique à la région, il y a beaucoup d'interfaces, notamment beaucoup de solutions sur étagère, c'est-à-dire des solutions qu'on achète clé en main, et qui ne sont pas forcément les plus faciles c'est pas celles sur lesquelles on a le plus d'impact. Et donc, le fait de pouvoir avoir un audit autonome, donc là, le marché est en cours d'élaboration, donc je ne sais pas qui le fera, mais le fait de pouvoir faire des audits autonomes nous permettra d'opposer au moins ce cadre légal, qui a cette vertu, et de demander des évolutions tangibles à nos différents prestataires. Après, sur les rédactions du cahier des charges aussi, nous mettons maintenant, on a arrêté de faire cette petite mention rappel RGA. Là, on est en train de conclure l'analyse du marché sur ce qu'on appelle la ferme de site région, et on avait ventilé fonctionnalité par fonctionnalité en quoi ces fonctionnalités devaient être accessibles. Et on a été agréablement surpris par les réponses. Il se trouve que c'est le même prestataire on a plusieurs prestataires, dont un qui a répondu, et la réponse a nettement évolué. Et ils ont vraiment étayé, argumenté chaque point en termes d'accessibilité. Et ça nous a rendu l'analyse beaucoup plus facile. Une fois de plus, c'est un facilitateur. C'est-à-dire qu'on a pu s'appuyer sur des exemples tangibles parce que la société était obligée de formaliser sa réponse de façon beaucoup plus détaillée au regard des points d'accessibilité qu'on avait insufflés dans chaque paragraphe du cahier des charges. Je salue Anne-Marie qui était la cheville ouvrière au sein de l'équipe et qui nous écoute en ce moment. C'est vrai que c'est quand même un sacré travail d'équipe, j'imagine, que de devoir organiser ces questions autour du formalisme qu'il est nécessaire d'amener sur des cahiers des charges auxquels plusieurs prestataires peuvent se
peuvent prétendre répondre. L'une des questions qui me vient un peu naturellement, et celle-là, elle est plutôt pour toi, Antoine, c'est en tant que prestataire, lorsqu'on reçoit un cahier des charges sur des notions d'accessibilité pour pouvoir permettre à des personnes qui ne peuvent pas avoir accès facilement à certains éléments, alors que quand même c'est important. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est face à ce genre d'exigence? Est-ce qu'on essaye de répondre de la façon la plus succincte possible? Est-ce qu'on va avoir tendance à se replier sur le référentiel? Comment ça se déroule pour vous? C'est une vaste question. Merci déjà parce que cette table ronde est 100% accessible. Il y a du sous-titrage plus de l'interprétariat, chose rare. Donc merci à Amélie pour cela. Alors moi évidemment je ne parlais que de ce que je connais depuis 2 ans et demi. Je ne suis pas certain que ce micro fonctionne ici. Ouais, ok. C'est évidemment le sujet de la surdité. Alors pour répondre à cette question, le cahier des charges que je reçois, c'est plutôt en fait aujourd'hui, plutôt me dire mais qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau, à notre échelle, avec notre intelligence artificielle pour les villes. C'est plutôt ça. Je peux vous citer des dizaines et des dizaines d'exemples différents, mais finalement ça démarre dès l'éducation. Comment aider ces jeunes à accéder aux études supérieures. La plupart des personnes sourdes galèrent, très clairement, dès le collège, le lycée ou post-bac, à accéder aux études supérieures. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, or je pense qu'il y a une responsabilité très forte de la ville à ce niveau-là, et qui est assez simple à mettre en place. Et ensuite, post-bac, post-études, c'est la discrimination qui peut exister au sein des entreprises, enfin des organisations privées ou publiques quant au recrutement, parce que, bah oui, la malentendance, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas trop, on ne sait pas. Donc il y a beaucoup de sensibilisation à faire, d'explications. On passe énormément de temps en fait avec des entendants finalement, en présence des personnes concernées pour éduquer. Pour expliquer, pour s'exprimer clairement, pour éviter de se couper la parole, enfin tout ça en fait, ça fait partie d'une éducation globale pour nos sociétés. Le cahier des charges que l'on a, il est vaste. Je peux citer comme exemple la clinique Pasteur à Toulouse qui a voulu rendre accessible un point d'accueil. Leur dire l'accueil principal, on a juste mis une tablette avec l'application AVA dessus. C'est déjà un premier pas. 15 jours après, ils nous demandent finalement une deuxième tablette pour rendre un autre accueil de cette vaste clinique privée accessible, et ainsi de suite. Et on peut penser finalement à tous ces points chauds qui se trouvent dans une clinique ou dans une mairie, ou dans une école, ou dans un restaurant, et ainsi de suite, à poser des QR codes. C'est très simple, on a les QR codes sur les tables de nos restaurants pour télécharger des menus. Pourquoi ne pas mettre un QR code sur la table? Ça ouvre une conversation, on peut déjà échanger, communiquer avec quelqu'un. Donc pour nous, cahier des charges, il est au-delà de ce que l'on fait dans notre quotidien, c'est-à-dire d'équiper, bien entendu, les personnes sourdes ou malentendantes pour qu'ils aient au moins accès à du sous-titrage, et dans le meilleur des cas avec un scribe comme aujourd'hui, comme ce que vous voyez aujourd'hui. Donc ce professionnel qui va corriger les fautes à distance. Donc on va combiner intelligence artificielle et intelligence humaine. Le cahier des charges, il dépend des entreprises, il dépend des utilisateurs. Il y a d'autres dispositifs qui existent, bien entendu. On peut citer Toléo, bien entendu, Helios, Roger Voice. On n'est pas concurrents, on ne fait pas la même chose. Helios d'ailleurs qui est basé à Toulouse. Le problème finalement, c'est le manque de professionnels aujourd'hui. Il faudrait 3000 interprètes LSF en France. Combien il y en a? Je sais pas, 150, 180 si je ne me trompe pas. Je pense que les interprètes savent mieux que moi, finalement. Et c'est 50 formations. Et le besoin, il n'est pas dans 15 jours, dans 3 semaines pour sa réunion. Il est là tout de suite, dans quelques heures. Donc voilà, répondre à cette question, je pense que j'en suis pas vraiment capable, tellement le sujet est vaste. Quant aux interprétations de tout ce qui est dénomination de sourds-muets, par exemple,
qui est quelque chose qui est quand même assez ancré dans nos sociétés, qui ne veut rien dire, parce qu'on parle de 2 handicaps dans ce cas-là, pas juste d'un seul, sans parler du terme anglais dumb and deaf, donc sourd et idiot. Donc c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui encore. Et puis la malentendance, c'est quoi? Des personnes qui signent, qui ne signent pas. En plus, il y a plusieurs langues des signes. Il y a des personnes malentendantes à différents degrés. La surdité sévère, profonde, par accident, de naissance. Enfin, toute une panoplie de surdités différentes qui, en plus, est invisible. Donc, c'est pour ça que je pense que, effectivement, la ville peut être accessible partout avec du sous-titrage. Très clairement. C'est disponible 24 heures sur 24. Et puis on parlait tout à l'heure, enfin vous parliez Arnaud, typiquement par exemple de l'accessibilité des musées. Qu'est-ce qui est fait pour les cultures, des théâtres, des one-man shows. Alors la musique, ça va être un peu compliqué avec le sous-titrage. On ne fait pas de gilet vibrant. Mais la musique, c'est compliqué parce qu'évidemment, il y a du son, donc ça va couvrir les voix. Mais à titre d'exemple, Tisséo, est-ce que Tisséo est accessible aux personnes sourdes ou malentendantes aujourd'hui? Non. Je suis sourd, je me balade. Qu'est-ce qui se passe pour moi à part de l'affichage? Si je rencontre un problème et que je me retrouve avec un contrôleur, moi, je vais me débrouiller. Mais finalement, si je suis espagnol, comment je fais pour communiquer? Parce que tout l'enjeu, c'est au-delà de la malentendance, c'est l'accessibilité pour les personnes non natives de langue française. Aussi. C'est sûr, c'est une problématique beaucoup plus large que ce qu'on pourrait penser. Et je crois que nous avons Sébastien qui voulait rebondir sur le sujet. Oui, pour le coup, on en revient à ce qu'on disait au tout début de cette table ronde, que finalement, le handicap, c'est pas que du visible, et loin s'en faut, c'est parfois ne pas parler la même langue, tu viens de le dire, c'est voilà toutes ces choses-là. Je voudrais juste rebondir sur ce que tu disais, effectivement, une ville aujourd'hui. Enfin, je dis pas la ville en tant que collectivité, mais une ville se doit de mettre un maximum d'outils pour permettre l'accessibilité. C'est vrai que côté sourd, c'est parfois pas simple à mettre en place. En tout cas, d'être en capacité de le multiplier partout, ou alors il faudrait que chacun puisse prendre un petit peu sa part. Ce que j'entends par là, c'est que la puissance publique n'est pas responsable de tout et ne peut pas tout prendre à sa charge, mais en tout cas, dès qu'elle peut le faire, elle le fait. Je veux donner un petit exemple sur Toulouse. Tu parlais d'une société, la société Elios, qui développe notamment Toulouse Guichet. À Toulouse, on essaie, nous, d'avoir notamment des tablettes qui permettent un interprétariat entre les services administratifs et les personnes du coup sourdes. Et c'est quelque chose qui tend à se développer de plus en plus sur l'ensemble des services administratifs. Ça existait déjà en ligne. Aujourd'hui, on le développe en face à face et ça va voir le jour dans l'ensemble des quartiers de Toulouse avec notamment les maisons Toulouse Service qui arrivent en 2024. Et juste, je voudrais pas monopoliser la parole, mais comme on est sur aussi le numérique au service de l'accessibilité, tout à l'heure, je parlais un petit peu de destination pour tous et de ville pour tous. Je voudrais peut-être citer deux choses qui sont développées, nous, dans le cadre de ville pour tous et destination pour tous. Je vous ai parlé rapidement tout à l'heure de l'audio description. On est en train d'équiper les enceintes sportives, que ce soit le Stadium de Toulouse, c'est déjà fait, le Palais des Sports pour le Phoenix Handball, c'est fait, mais on va travailler aussi avec les Spacers, et l'idée c'est de travailler avec l'ensemble des sports, et pas que les sports élites, et aussi les sports féminins pour de l'audio description. On est sur un système Toavox, c'est en gros une interface derrière laquelle vous avez de jeunes gens qui sont des étudiants en école de journalisme, qui audio décrivent, et pour pouvoir capter ce signal, il suffit d'avoir un téléphone portable avec une application et 2 écouteurs, et lorsque vous êtes malvoyant, non-voyant ou tout simplement néophyte sur un sport, on vous le raconte, et c'est quelque chose du coup qui est déployé à très grande échelle, parce que quand c'est en fonctionnement dans une enceinte comme le Stadium de Toulouse, ça veut dire que potentiellement les 30 000 spectateurs du Stadium de Toulouse
peuvent y avoir accès. On essaie d'aller un petit peu plus loin. On sait que Toulouse est une terre d'accueil de gros événements, les Jeux Olympiques à venir, la Coupe du Monde de rugby 2023. On travaille du coup avec les différentes fédérations pour être prêts et faire en tout cas que ces personnes-là empêchées, en l'occurrence pour le coup plus les mal et non-voyants, puissent aussi accéder à cela. Et puis le deuxième exemple, c'est dans le cas de Ville et Handicap, pendant des années, il y a une action qui, elle, pour le coup, était très inclusive, qui est la ludothèque géante, qui se passe au gymnase de Bagatelle, avec toutes sortes de jeux de société, d'escape game, des actions autour du jeu mis en place tout le long d'un week-end. Cette année, aussi pour permettre au public empêchés, mais qui ont tout simplement pas la possibilité de se déplacer, on déploie un canal de télévision, Twitch.tv, pour une expérience plus immersive qui va permettre aux gens qui ne seront pas là de vivre le jeu au travers de leur écran. Donc c'est aussi encore une fois un exemple d'accessibilité grâce au numérique. Il est vrai que les collectivités sont de plus en plus actives sur ces questions d'accessibilité, mais l'une des questions qui reste souvent, je pense, sur les lèvres de tout le monde, c'est de se dire mais est-ce suffisant ? Est-ce que les prestataires qui travaillent à leur côté, est-ce que vous, au fil des années, des évolutions réglementaires, par exemple pour toi, Jade, tu as senti qu'il y a une véritable impulsion qui est lancée, ou est-ce que... on a eu le retour de Pierre qui nous disait qu'il a vu une évolution dans son travail, mais c'est une question que je vous adresse un petit peu à tous. Vous, au fil des années, est-ce que vous sentez que vraiment l'accessibilité, ça s'améliore ? Je prends la parole en premier. Vas-y, bien sûr. Alors là, je recentre encore surtout sur la partie numérique. Désolée. Il faut juste quand même rappeler qu'en France, entre 80 et 90% des sites ne sont pas accessibles. Donc c'est important. Donc ça veut dire ne sont pas accessibles au RG2A, au RGA. Donc le RGA, juste j'en ai pas trop parlé, mais c'est vraiment un ensemble de règles, de bonnes pratiques, on peut, si je veux être plus schématique, qu'on doit intégrer dans le code, entre autres, mais pas que. Il y a aussi des bonnes pratiques en matière éditoriale, pour que tout simplement des personnes qui utilisent des technologies d'assistance, c'est le terme qu'on emploie, accèdent au contenu, d'accord, c'est ça, on parle de ça. Donc entre 80 et 90% des sites ne sont pas accessibles. Cependant, donc c'est un constat qui est difficile, et je rejoins ce qu'on dit sur le handicap. Moi-même, à titre personnel, je suis concernée, mais je connais mieux le handicap visuel. Notre société est validiste, forcément, parce que les personnes qui conçoivent les choses le font avec des biais, puisqu'on met rarement les utilisateurs en situation de handicap au sein même de la conception des outils. Donc forcément, et puis les personnes qui conçoivent sont souvent des hommes blancs avec peu... désolé, mais c'est factuel. Donc il y avait souvent... ils subissent assez peu de discrimination de toutes sortes. Donc voilà, donc il y a cette question de la conception. Cependant, il faut quand même préciser, je trouve qu'il faut, moi ça fait quand même longtemps que je travaille dans ce secteur, et il y a quand même des gros efforts de fait, notamment par la DINUM, la délégation interministérielle au numérique, qui met à disposition réellement des ressources. Il y a beaucoup de choses contestables, mais je n'entrerai pas dans ce débat, mais en tout cas qui a lancé en fait un ensemble de formulaires administratifs à rendre conformes, et qui a lancé des ressources derrière. Donc c'est loin d'être parfait. Mais en tout cas, le chantier est réellement pris en main. Et il y a aussi beaucoup de choses. Ils ont mis ce qu'on appelle le design system, c'est-à-dire des composants, on va dire, numériques, comme des bouts de formulaire, des choses comme ça, en libre accès, pour justement, qui sont censés être le plus accessibles possible, pour qu'il y ait une industrialisation, quelque chose de plus facilement, on va dire, prise en main par les concepteurs, pour éviter de reproduire sans cesse des erreurs. Donc je trouve, oui, pour répondre à la question, qu'il y a quand même une amélioration, et très clairement, avant, moi, on disait que les handicapés n'étaient pas la cible. Voilà, c'est ce que j'entendais.
Là, c'est vrai que c'est compliqué à dire en 2022, je trouve. Sont quand même, voilà. Donc, je l'entends moins et je trouve qu'il y a quand même un vrai sursaut et notamment, je trouve, des organismes publics sur ce sujet-là. Voilà, mais ça reste subjectif comme témoignage. Je vais être plus contrasté. En tant que webmaster, j'ai bien conscience d'avoir pour l'instant fabriqué beaucoup plus d'inégalités que résolues. Effectivement, le numérique est parfait sur un territoire aussi vaste que la région Occitanie. Un étudiant d'un territoire peut, sans avoir à se déplacer, trouver tout le catalogue des formations, normalement. On peut avoir le montant des aides pour équiper sa maison en chauffe-eau solaire sans avoir à se déplacer à n'importe quelle heure. C'est très bien. Pour l'instant, clairement, au niveau maturité des outils, on n'est pas bon. On est excluant. Et on est excluant à plein d'égards. On est excluant au titre du RGA, sur lequel, je parle d'une grande manière générale, là, tu l'as déjà, de 80, combien, 10%, c'est ça? Bon, ne sont pas conformes. Et là, je reprends ce que tu disais, Jeanne. Conforme, ça veut dire qu'ils permettent de venir consulter, de venir se brancher avec son équipement, quel qu'il soit. C'est pas afficher des gadgets qui vont dire « Tiens, je suis accessible ». Non, c'est pas ça. Il faut se mettre en disposition d'accueillir quelle que soit la pratique ou l'équipement. Et c'est très important. Et ensuite, on a beaucoup enlevé de l'humain pour mettre du virtuel. Et là, pour le coup, c'est notre démarche de design. On se rend bien compte qu'il faut plusieurs interfaces. Une seule interface ne peut pas résoudre. Et c'est pour ça que je suis très content aujourd'hui d'être invité dans une table ronde où il y a de l'intervention sur l'espace public au même titre que l'espace numérique. Jusqu'ici, on était très très cantonné. Et je le sens, ça par contre, c'est là vraiment la note positive, c'est que sur une collectivité comme la région, qui a une culture de l'accueil qui est assez récente par rapport à une mairie, nos compétences évoluent nettement ces dernières années, on prend de plus en plus de clichés, d'interfaces aux usagers, on n'était pas du tout dans cette posture-là il y a encore 15 ans. Donc on prend la culture de l'usager, et par le biais de la culture de l'usager, on réussit à porter la notion de l'accessibilité. Et ça évolue beaucoup. Et là, on a un infléchissement très net ces dernières années. Notre service est passé de la direction de la communication à une direction des usages. C'est pas que symbolique, c'est une démarche de fond. Et ça, pour le coup, ça nous porte. Et c'est ce que je disais en préambule tout à l'heure, ça change nos métiers. On fait des sites qui servent, et qui servent notamment grâce au levier de l'accessibilité, grâce au levier du RGA. Et le RGA est un très bon levier, c'est pas une finalité, c'est un très bon levier, parce que ça fait œuvre de pédagogie, et ça fait œuvre aussi parfois de dire attention, on ne respecte pas la loi. Et des fois, il faut avoir cet argument qui est un peu... Et je préfère toujours utiliser l'argument, c'est comme pour le RGPD, dont on a beaucoup parlé, c'est vertueux, ça aide à mieux faire, et à mieux faire pour le citoyen. Oui. Du coup, pour sortir du côté numérique et revenir sur l'accessibilité assez générale et par rapport à ta question, Jade, est-ce que ça va mieux? Oui, nettement. Est-ce que ça va assez vite? Certainement pas. Par contre, ça a un coût. On manque parfois aussi de moyens. Nos moyens sont assez contraints. On manque aussi de gens formés, mais tu l'as dit tout à l'heure, notamment par rapport à l'interprétariat. Mais je crois que malgré tout, voilà, les choses avancent quand même relativement bien. Je veux là juste citer un petit exemple. Autant nous, collectivité, on est contraints, et c'est tant mieux. Je parlais tout à l'heure du calendrier de l'agenda d'accessibilité programmé. Nos ERP doivent être en conformité fin 2025. Les commerces n'ont pas totalement les mêmes contraintes, ou en tout cas arrivent à avoir souvent des reports, enfin voilà, les uns derrière les autres, sous prétexte que c'est un petit peu coûteux. Sachez que nous aujourd'hui, à la ville de Toulouse, on travaille notamment avec les professions libérales et avec les commerçants. On a des ambassadeurs d'accessibilité qui prêchent la bonne parole et qui expliquent à nos chers commerçants que peut-être demain mettre leur équipement en accessibilité, mais pas qu'en accessibilité réglementaire, j'ai de confort d'usage et d'être en capacité d'accueillir et de bien accueillir toutes les personnes qui ont le moindre petit handicap. Peut-être que demain, potentiellement, c'est un business qui va évoluer de 40%. Et c'est vrai que quand on parle ce langage avec les commerçants, vous l'entendrez bien, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Donc l'accessibilité, c'est aussi un formidable vecteur de développement économique. Ouais.
Alors on parle de moyens, évidemment. Il y a un coût. Alors nous, on a décidé il y a un an d'offrir du sous-titrage gratuitement en illimité pour toutes les personnes qui souhaitaient en bénéficier. Donc c'est notre contribution finalement à la société. L'autre chose, c'est que effectivement les dispositifs sur la maintenance sont coûteux. En général, ça va jusqu'à 15 à 20 000 euros par personne par an, parce qu'il y a essentiellement de l'intervention humaine, donc ça explique cela. Mais finalement, il y a la possibilité de réduire aussi ces budgets-là, ou en tout cas de travailler différemment. On parle souvent d'obligation de résultat. Je pense que c'est plutôt une obligation de moyens dont il faut parler. Quels moyens on se donne pour finalement arriver à un résultat et non l'inverse. C'était juste une petite parenthèse. Mais qui a son importance. Justement, dans les notions d'accessibilité évoquées par Jade, il y avait la question des handicaps invisibles. Il y a également des maladies qui sont relativement complexes à gérer au quotidien. Et là, je vais parler de quelque chose qui m'a un peu surprise, agréablement. C'est tout simplement le carrefour de Compos Caffarelli qui a désormais des horaires pour les personnes qui sont autistes ou mal à l'aise face à des situations très anxiogènes de public trop dense, qui maintenant, je crois que c'est 14h à 15h, où les personnes peuvent aller tranquillement faire leurs courses sans subir de stress, parce qu'on n'en parle pas assez, mais c'est un sacré handicap aussi lorsqu'on prend les transports en commun notamment. Et ça montre bien que comme quoi l'approche du porte-monnaie permet aux acteurs privés d'enfin se mobiliser autour de cette question. Et justement, je voulais savoir, la ville donc a des acteurs qui vont intervenir auprès des partenaires privés pour les convaincre du fait de se mettre à l'accessibilité, non pas pour des questions réglementaires, mais aussi pour le côté business. Est-ce que vous sentez une évolution également sur ces questions, ou est-ce que c'est toujours un peu un combat d'organismes publics et associatifs face aux questions mercantiles? Voilà, je vous laisse avec cette question. J'ai envie de dire que le combat a toujours du bon, mais non, on va dire que ça reste des combats quand même relativement apaisés. On a la chance aujourd'hui si vous voulez, en termes de méthodologie, les choses ont commencé, je le disais, par des ambassadeurs d'accessibilité, donc y aller un petit peu au cours par coup, voir les différents acteurs économiques. Aujourd'hui, on travaille avec les grosses fédérations, notamment la Fédé des commerçants qui regroupe, je crois, 32 ou 33 associations de commerçants sur le Grand Toulouse, et on arrive à avancer de façon très apaisée, au-delà justement du réglementaire. Je le disais tout à l'heure, dans un cas de confort d'usage, et puis main dans la main, on va très prochainement proposer des formations en e-learning qui vont être travaillées de pair avec eux, parce qu'on le sait, un commerçant n'a pas forcément la possibilité de venir l'après-midi à une table ronde au Quai des Savoirs, parce que tout simplement il doit faire tourner son business aussi. Donc voilà, on essaie de s'adapter les uns aux autres, mais ça se passe d'une manière assez apaisée. Vous avez cité l'exemple des supermarchés. C'est vrai que la chaîne Carrefour travaille beaucoup là-dessus. Je sais qu'ils font aussi à Carrefour Purpan, je crois, un peu plus tard dans la journée à 16-17 heures, et que les galeries commerçantes s'y mettent de plus en plus. Tant mieux. C'est une bonne chose. Après, les collectivités, alors là, je ne vais pas parler en mon nom, mais il y a une mission handicap, par exemple, au sein de la région, qui fédère le dialogue, qui est une instance de dialogue aussi. Il y a des porteuses de soutien, de mesures de soutien, mais qui fédère aussi les associations. Et ce carrefour de rencontre qui est sur une grande échelle territoriale, donc il va brasser beaucoup de populations sur des thématiques assez fortes, puisque la région gère aussi les transports, par exemple, ou les lycées. Et nous, on a été invités, donc entre professionnels, à plusieurs de ces instances de concertation. Et à chaque fois, c'est extrêmement enrichissant. Et là aussi, je trouve qu'il y a un rôle des collectivités sur être une plateforme d'échange pour sortir des silos. Et d'ailleurs, justement, dans nos métiers, les plus grands coups de boutoir qu'on a pris, c'est dans ces instances de dialogue, où on se retrouve donc avec des représentants de divers handicaps. Déjà, ça nous permet, nous, en tant que professionnels, de mesurer la diversité, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, des handicaps, des cas de figure, et de toujours nous frotter à l'usage, une fois de plus. Et le fait de pouvoir se rencontrer sur des échelles territoriales, ça brasse les usages, les situations et les enjeux.
Alors, on voulait avoir un petit temps pour les questions. Donc, Jade, peut-être un petit retour et le mot de la conclusion avant les questions. Une chose, tu m'as posé la question tout à l'heure, donc on avait cité ce chiffre de 80 à 90% des sites. Par contre, j'insiste un petit peu, s'il y a des gens qui nous écoutent qui sont des éditeurs de logiciels métiers, la situation est catastrophique. Et il y a beaucoup d'applications métiers à RH où on n'arrive même plus, là, c'est pénal, hein, c'est pour discrimination. Donc vraiment, voilà, si, ça, j'en ai pas parlé et j'insiste un peu parce que voilà, si on a des personnes qui conçoivent ce genre de logiciels qui sont très utilisés en entreprise, ce serait bien de regarder le RG2A. C'est mon petit mot de la fin, j'arrête. Y compris des solutions sur étagère avec interface grand public. Tout à fait. En tant qu'éditrice de logiciels, ceci n'est pas du tout tombé dans l'oreille d'une seconde. Voilà. Du coup, avons-nous des questions, que ce soit dans la salle, dans le public, qui nous suit en ligne? Tu veux que je fasse la foule qui acclame? Oui, nous avons une question. Est-ce que le sujet de l'accessibilité est présent? Bonjour Thierry Fabre-Plein, intéressant. Est-ce que le sujet de l'accessibilité, vous le voyez bien déployé au niveau des formations de l'ensemble des professionnels qui après vont avoir à se confronter à cette problématique? Au niveau du numérique, au niveau... Clairement, j'entends souvent, j'interviens dans quelques écoles, je n'ai que très peu souvent été sensibilisé ou entendu parler de la problématique de l'accessibilité. Nous, rapidement, je laisserai la parole juste à côté. À la ville de Toulouse, on a des formations justement sur bien accueillir les personnes en situation de handicap. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Mais idéalement, j'ai envie de dire, il faudrait qu'on soit en capacité de former les 13 000 agents de notre collectivité si on souhaite pouvoir accueillir tout le monde avec un même niveau. Voilà. Alors pour les centres de formation, il y a une obligation, une loi qui est tombée depuis le 1er janvier 2022. Donc ça fait déjà 10 mois presque. Et qui doivent rendre leur formation accessible. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de centres de formation. Et pourtant, il y a une prise en charge par la GFIP, par exemple, pour les centres de formation privés. C'est toujours pareil, ces chiffres, on parlait de 90, 85, 90% de sites non accessibles. Ce que je peux vous dire, c'est que sur des contenus audio, vidéo sur Internet, c'est probablement 95-99%. Donc c'est encore pire. Ou tout ce qui est plateforme de learning, mais c'est normal, ça coûte cher. Il faut faire de l'incrustation de sous-titrage, il faut passer par des sociétés externes. C'est compliqué, ça prend du temps, ça coûte cher. Et je ne vous cache pas qu'on a énormément de demandes à ce niveau-là, mais ce n'est pas notre métier. On fait du sous-titrage en temps réel. Et on a, à Toulouse notamment, équipé quelques centres de formation déjà pour qu'ils puissent rendre leurs cours accessibles. Donc c'est une bonne nouvelle, parce qu'on a des directeurs de centres de formation qui en ont conscience et qui accueillent des étudiants, des jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, quand on part en formation, on n'est pas forcément jeune. Et le dernier point, c'est que on n'a pas parlé de RQTH, reconnaissance qualifiée en tant que travailleur handicapé, mais il y a une obligation en France depuis plus de 30 ans, donc des entreprises et des institutions, privées ou publiques, pardon, d'embaucher 6% de personnes en situation de handicap. Bon, je crois que le moyenne national doit être à 3,2 ou 3, après il y a des bons élèves, des mauvais élèves, mais globalement ça n'a pas vraiment évolué. C'est moins de 3. Ouais, peut-être moins de 3, ouais, probablement. Je ne regarde pas trop les chiffres parce que ça fait 30 ans que ça dure. Donc c'est finalement un indicateur. Est-ce que les choses bougent ou pas, ou est-ce qu'il y a une prise de conscience de la part des employeurs, notamment, à ce niveau-là. Dernier petit point, et pourtant, donc ces organisations privées ou publiques sont prêtes à payer, à continuer de payer. Peut-être que l'amende, en tout cas, ou la redevance, ou je ne sais quoi, n'est pas assez élevée. C'est bien dommage. Parce que finalement, des compétences, il y en a partout. Après, pour rebondir rapidement sur la notion de numérique dans le sens web de la chose,
pour prendre la défense quand même des écoles autour des formations de développeurs. J'ai eu l'excellente surprise de constater cette année, puisque ça m'arrive d'intervenir pour donner cours sur des questions de cybersécurité, donc rien à voir, que mes étudiants, déjà tous ceux qui étaient en UX design étaient formés sur ces questions. Ils avaient reçu la venue d'une association qui était venue leur présenter la thématique et leur expliquer qu'ils devaient y faire attention. Et ils ont un intérêt très fort sur les questions de développement logiciel de plus en plus accessibles. Donc j'espère que la génération d'étudiants qui va sortir dans les prochaines promos aura la présence d'esprit de ne plus faire déjà des sites et des plateformes aussi moches pour de la gestion RH et qui soient en plus de ça accessibles. Parce qu'effectivement c'est discriminant quand on voit les choses clignoter de façon aussi violente. Alors nous, la formation, c'est quelque chose qui est aussi un levier extraordinaire de médiation, enfin de prosélytisme, j'allais dire, pour porter la parole en interne. C'est vraiment quelque chose. On a une culture de l'accessibilité à mettre en place et la formation, nous on a eu de la chance de dispenser des formations sur l'accessibilité numérique. On a été submergé par les demandes, y compris de services opérationnels qui a priori n'avaient pas d'interface en ligne, et ça suscite beaucoup d'intérêt dans la mesure où on leur dit vous allez améliorer la qualité de votre service. Si on leur dit c'est pour respecter un règlement, c'est plus difficile. Si c'est porté en disant attention, là vous allez gagner en efficacité et en plus vous allez toucher tous les publics possibles, c'est vraiment ces derniers temps ça prend beaucoup. On a même refusé du monde. Et pour le petit mot de la fin, puisqu'il ne nous reste que 30 secondes pour clôturer cette table ronde, je tenais à vous remercier tous, à remercier nos interprètes, excusez-moi, parce que vraiment c'est très important que enfin les choses deviennent plus accessibles pour tout le monde, tout simplement. Et si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter l'autre de nos intervenants et encore merci de votre attention.